Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenati. Jérusalem, 9 septembre 2003. Ce sont des jours de ténèbres, de tristesse et d'horreur. La peur est revenue. Maman venait de me répéter pour la 3e fois d'aller me coucher parce que je commence tôt demain. Et puis, les vitres ont tremblé. Le cœur a fait un bond dans la poitrine. J'ai cru qu'il était monté dans ma gorge. Ce n'est qu'une seconde après que j'ai réalisé une explosion venait de se produire tout près de chez nous. Une explosion, c'est forcément un attentat. Mon grand frère Eitan, qui est infirmier militaire, est aussitôt sorti avec sa trousse de secours. Papa a hésité un instant, puis il a suivi. Maman m'a serré dans ses bras en pleurant et a fait comme d'habitude, 4 choses à la fois. Elle a allumé la télé, la radio, Internet et s'est jetée sur son téléphone portable. C'est ce que j'appelle une réaction hautement technologique. J'ai fui dans ma chambre en sachant que personne ne me demanderait 10 fois d'éteindre la lumière et que demain, même, je pourrais arriver en retard au lycée ou ne pas y aller du tout. Nul ne me demanderait des comptes. Il suffirait de dire l'attentat a eu lieu dans mon quartier, dans ma rue, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, j'ai fait une chute de tension, je ne pouvais pas marcher, j'avais trop peur de sortir de chez moi. Et Madame Barzilai me croira, même si demain on a un contrôle de maths. Quelques minutes après l'explosion, nous avons entendu les sirènes des ambulances. Elles font un bruit horrible, un bruit qui déchire l'air et les tympans. Un miaulement affreux de chat qui aurait la queue coincée dans une porte, amplifié par une sono digne d'un concert de hard rock. 5, 6, 7 ambulances, mais je ne les ai pas toutes comptées. J'entends maman qui n'a pas lâché le téléphone et la voix claire et saccadée d'une correspondante de la radio ou de la télé. Il y a certainement des morts. Il y a presque toujours des morts. Mais je ne veux pas savoir combien ni qui. Pas aujourd'hui. Précisément parce que c'est arrivé juste à côté de chez moi. Je voudrais mettre le silence à fond. Mais comment fait-on? Je suis allé dans la cuisine boire un peu de vodka au citron. Maman ne m'a pas vu. J'ai pris, en passant les bouchons de papa, que papa met dans ses oreilles lorsqu'il va à la piscine. Avec ça, plus mon gros oreiller sur la tête, j'ai peut-être une chance de dormir, même si je sais que demain, lorsque je me réveillerai, personne ne me dira que tout va bien et que j'ai juste fait un cauchemar. Je n'ai pas bien supporté le vodka. Apparemment, un demi-verre, c'est trop pour moi. Ce matin, j'avais mal à la tête et le visage tout gonflé. Tu ressembles à Bugs Bunny, m'a dit Ethan en ébouriffant mes cheveux. Mon frère est le seul être au monde qui ait le droit de me décoiffer sans se prendre une baffe dans la seconde. Il le sait et en profite. Il m'a souri. Il n'avait pas la tête de quelqu'un qui a passé la nuit à voir des horreurs. Mais c'est quoi la tête de quelqu'un qui a vu des horreurs? Il a 20 ans. Il fait son service militaire à Gaza. Des horreurs, il en voit tous les jours certainement. Ou tous les 2 jours lorsque c'est calme. J'imagine qu'il a appris à ne pas voir, ou à oublier, pour ne pas ressembler trop tôt à un vieillard. C'est étrange, je crois que je n'ai jamais autant écrit qu'entre hier et aujourd'hui. Il y a des filles dans ma classe qui tiennent un journal et qui racontent chaque jour ce qui leur arrive. Je n'ai jamais fait cela, ni pour disséquer mes histoires d'amour, ni pour dire que mes parents sont vieux et nuls, ni pour étaler mes rêves. Enfin, je suppose que c'est ce que l'on écrit dans un journal. Le jour de mes 13 ans, ma grand-mère m'a offert le journal d'Anne Frank, l'histoire de cette jeune juive hollandaise qui a vécu 2 ans cachée avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être déportée. Elle rêvait d'être écrivain et, surtout, de vivre libre, de pouvoir aller au cinéma, se promener dans un jardin, regarder les arbres et écouter le chant des oiseaux sans avoir peur d'être prise et tuée par les nazis. Dans la cachette, il y avait une autre famille avec un garçon, Peter, dont elle était amoureuse. Je me suis souvent demandé si elle avait vraiment aimé ou si elle n'avait pas eu le choix parce que c'était le seul garçon de son entourage. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'à la fin du livre, il était écrit, Anne Frank est morte 2 mois
avant la libération du camp de Bergen-Belsen. 2 mois, c'est si peu. J'ai relu cette phrase 10 fois et ensuite, pendant longtemps, j'ai eu envie de serrer la main d'Anne Frank, de lui dire: tiens bon, ton enfer va bientôt prendre fin. Il ne va pas durer toute ta vie, juste 8 petites semaines. Tiens bon, et tu seras libre. Tu pourras aller au cinéma, regarder les arbres et écouter le chant des oiseaux. Tu pourras même être écrivain, s'il te plaît. Vis. Mais je n'ai pas de super pouvoir, pas de machine à remonter le temps. Et c'est ça qui est désolant quand on y pense. Je ne sais toujours pas pourquoi j'écris tout ça. J'ai des notes correctes en littérature, sans plus, et je ne rêve pas de devenir écrivain. Ce que je souhaiterais, moi, c'est de faire du cinéma, être metteur en scène, ou alors pédiatre. Je ne sais pas encore. Mais je ne sais pas, non. Je n'ai pas encore choisi. Mais depuis hier soir, j'ai un besoin incroyable d'écrire. Je pense qu'à ça, comme s'il y avait un fleuve de mots qui devait sortir de moi pour que je puisse y vivre. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'arrêter. Je n'ai pas pu échapper aux informations. Mes yeux voient, mes oreilles entendent. Les journaux et la radio sont partout et ils racontent la tragédie. Le terroriste s'est fait exploser à l'intérieur du café Hillel. On a ramassé 6 corps. Ça s'appelle un attentat moyen, c'est-à-dire qu'on va en parler pendant 2 jours, et puis un peu encore dans les suppléments des journaux du week-end. Il y a eu un drame à l'intérieur du drame. Une jeune fille est morte en compagnie de son père. Elle devait se marier aujourd'hui. Elle a été tuée quelques heures avant d'enfiler sa jolie robe blanche. Quelques heures avant que le photographe emmène le jeune couple dans les plus beaux endroits de Jérusalem pour faire des photos de princes et de princesses qui auront beaucoup d'enfants. Le marié, qui n'avait pas eu le temps de se marier, était abasourdi devant le cercueil. Il a voulu passer l'alliance au doigt de sa fiancée. Mais le rabbin a refusé. Il a dit que la loi religieuse interdisait de célébrer une union avec une morte. Je me demande si la loi religieuse a consacré un chapitre à la conduite qu'il faut tenir en cas de désespoir. Je ferme les yeux pour oublier le visage de la jeune fille qui ne se mariera jamais. Elle avait tout juste 20 ans, à peine 3 ans de plus que moi. À quoi ressemblerait ma vie si je savais qu'il ne me restait que 3 années avant de mourir? Je n'en sais rien, c'est certainement une question idiote et inutile, mais c'est surtout une question à laquelle je ne peux cesser de penser. Lorsque la peur revient, comme ces jours-ci, j'ai l'impression que nous oublions tout ce qui nous sommes. Nous nous regardons comme des victimes potentielles, comme des corps qui peuvent devenir sanglants et inertes parce que quelqu'un aura choisi de se faire exploser juste à côté. J'ai envie de savoir qui je suis, de quoi je suis faite. Qu'est-ce qui ferait de ma mort serait différente d'une autre? Si je prononçais cette phrase devant mes parents ou mes amis, ils ouvriraient de grands yeux et me diraient gentiment que j'ai besoin de me reposer. Ce doit être pour cela que j'ai décidé d'écrire, pour ne pas effrayer les autres avec ce que j'ai en tête, et qu'ils décrètent dans la foulée que je suis folle.